David Guzman, surnommé un peu abusivement le banquier de l'after, parce qu'il n'est pas que banquier, il est aussi spécialiste des questions économiques, je dois le dire. Voilà. Absolument. Ce qui va ensemble. Mais banquier, c'est quand même banquier qui met va ensemble. Il est passionné de foot accessoirement, c'est aussi pour ça qu'il est dans l'after. Hein. Par ailleurs. Non, alors c'est intéressant de t'avoir parce qu'il y a les infos concernant l'OM, infos économiques qu'il faut qu'on décrypte. Avant, Daniel, les infos économiques, infos concernant Benatia et son éventuel... son départ qui était annoncé. Alors, je pensais que c'est David qui allait donner les infos éco parce que c'est effectivement l'actualité. C'est pas éco, c'est sportif. Exactement, mais parce que c'est l'actualité du moment et on a bien compris que McCourt cherchait un investisseur à quelle hauteur, on ne sait pas. Est-ce que c'est rachat total ou pas, effectivement. Et que j'allais dire, effectivement, que c'est une question très très importante pour l'avenir de l'OM, mais l'avenir sportif, il a également de... Alors, je ne sais pas si c'est inquiétant, l'info économique et la recherche d'un nouvel investisseur. En tout cas, l'info sportif, c'est quand même un vrai gros point d'interrogation pour la suite parce que tu n'as pas de président. Ils sont en recherche de président. Tu as trouvé un entraîneur qui apparemment, sauf catastrophe, est amené à rester au-delà de la fin de cette saison-là, mais qui d'un coup va se retrouver tout seul. Parce que le nouveau président doit arriver et directeur sportif, parce qu'on se dirige de plus en plus, et j'allais dire on est à 90%, je crois hier, mais je crois qu'on approche des 100%, je crois qu'on peut même le dire. Fabrice, je ne sais pas quel est ton avis, mais moi je dis, je ne sais pas par quel retournement de situation, et d'ailleurs je n'y crois pas, la vérité, Benatia restera à l'OM. En cas de vente, tu sais, je pense que c'est un avantage en cas de vente d'avoir justement une espèce de vacance du pouvoir pour placer immédiatement... Mais la vente, elle n'est pas d'actualité. Non, mais de prise de participation ou minoritaire ou majoritaire. C'est vrai que Franck McCourt, lui, a ouvert la voie aux moutons à 5 pattes. Tous les actionnaires qu'on en marre d'injecter de l'argent dans le club, et dans le cadre de Franck McCourt, on parle de plus de 600 millions d'euros, cherchent toujours la même chose, c'est-à-dire un investisseur minoritaire qui viendrait prendre une part du club, mais qui laisserait la gestion opérationnelle à la direction en place. Tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de direction opérationnelle actuellement à l'OM, mais tous, que ce soit Nicolas à Montpellier, que ce soit Gérard Lopez, que ce soit Saïd Chaban, que ce soit Bernard Serin, tous cherchent le mouton à 5 pattes. Les seuls qui peuvent trouver ce genre d'investisseurs minoritaires... Le mouton à 5 pattes, si je reformule, c'est le gogo. C'est le mouton à 5 pattes, c'est l'animal que tu trouves jamais, que tu cherches mais que tu ne trouves jamais. On disait le dahu à l'époque. Oui, ou le dahu, parce qu'en fait, si tu veux, les seuls qui arrivent, ou quasiment qui arrivent, à trouver des investisseurs... Le mouton à 5 pattes, en fait, c'est en immobilier, c'est quand tu cherches l'appart et que tu as toujours un truc que tu veux, mais tu es obligé de sacrifier. Et le mec, l'agent immobilier te dit non mais là vous cherchez le mouton à 5 pattes là. Si vous voulez la piscine en plus de quand Daniel par exemple veut sa piscine là, avec son appart, on lui dit là non, vous pouvez avoir l'appart sur le toit, mais sur la piscine dans l'appart, on l'a jamais trouvé. C'est surtout l'oseille qu'on l'a pas trouvé. Donc voilà, et donc les seuls qui arrivent à attraper des investisseurs minoritaires, c'est des clubs franchises dont les investisseurs parient sur l'appréciation de valeur. Ça peut être l'Atlético, il y a eu des investisseurs minoritaires à Chelsea. Donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'ils vont pas trouver un minoritaire? Non, si jamais ils doivent trouver quelqu'un, c'est le gars qui arrive et qui dit à McCourt, je te reprends tout le club. Exactement. Et l'avantage pour McCourt, ce serait aussi de garder, lui, de devenir minoritaire. Lui, il a fait le sale boulot. Clairement, il a essayé de créer... Alors, on va rentrer dans les chiffres dans quelques instants, mais j'aimerais juste que Fabrice nous dise sur Benatia, parce que finalement, tu n'as pas pu répondre. Moi, j'ai le même sentiment que Daniel. 100% il part. Mehdi Benatia, 100%, il n'y a jamais de 100% dans le football. Mais c'est vrai qu'il a toujours donné la sensation qu'il ne souhaite pas couper, enfin, qu'il ne voulait pas couper la tête de Pablo Longoria, parce qu'on lui a beaucoup reproché, enfin, certains en tout cas lui ont reproché que c'était son plan de faire semblant de partir, de revenir pour que Pablo Longoria s'en aille. Lui veut pas donner cette sensation-là. Je pense honnêtement que c'était pas forcément sa volonté première. Et oui, ce qui se dit, c'est qu'à la fin de la saison, il va partir et qu'il est resté pour Franck McCourt. Après, si jamais ça se passe vraiment super bien et que Fabrice a raison de pas redemande. La preuve avec son dernier départ. On n'est pas sûr. Parce que même ce dernier. Rien à voir. On peut dire 99. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que. À part s'il a un autre projet. À part s'il a un autre projet. Alors, en fait, c'est un autre club le contact. La seule porte, mais alors c'est même pas porte, c'est la petite fenêtre je sais pas de quelle pièce vous voulez, en toute petite fenêtre, ce serait que le nouveau président soit un proche qui veuille absolument le garder. Mais déjà, Franck McCourt veut absolument le garder. Oui, mais lui, il a déjà les pleins pouvoirs. Ouais, mais il ne veut pas. Non. Lui, il a clairement dit je termine la saison et c'est fini. Non, bien sûr, j'entends déjà comme là, ça, il est resté après la première fois le 9 février. McCourt lui a demandé de rester parce que c'était
un pion essentiel du club aujourd'hui. Il est resté pour ça, mais il a bien dit à la fin de la saison, stop. Mais c'est un passionné, Mehdi Benassia, c'est un passionné. Il adore l'OM. On a tous vu comment il a célébré encore une fois la victoire face à Lyon. Et je peux pas imaginer, à part si il y a un club déjà et qu'il souhaite rebondir ailleurs ou pour des choix personnels, il souhaite s'en aller. Je peux pas imaginer que si ça se passe vraiment bien jusqu'à la fin de la saison et que Franck McCourt lui demande de rester avec les pleins pouvoirs, avec la promesse aussi d'avoir des moyens, je peux pas imaginer qu'il s'en aille. Là, quand tu commences à ouvrir la porte à des investisseurs minoritaires, ça veut dire que tu estimes que tu en as assez en fait d'injecter des fonds propres. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce que financièrement il peut lui promettre? Au mieux un statu quo. Je pense pas qu'il c'est au mieux. Au mieux, il peut pas lui dire en cas de Ligue des Champions, en cas de Ligue des Champions, au mieux un statu quo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Franck McCourt, le plus il injecte, le plus il va en vouloir. C'est le problème de quasiment tous les actionnaires, c'est qu'ils confondent valeur et valorisation. Ils pensent que leur club vaut les fonds propres qu'ils y ont injectés. Est-ce que Marseille vaut vraiment 1,2 milliard d'euros ? Non, c'est vrai que c'est un prix relativement étonnant. C'est-à-dire que comment on définit la façon la plus facile de valoriser un club, la plus aisée, c'est en multiple de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on prend le chiffre d'affaires annuel et on le multiplie par un chiffre et on arrive à une valorisation. Ce qu'on appelle les trophy assets en immobilier, c'est-à-dire que c'est un bien unique qui passe très rarement sur le marché, qui va déclencher une guerre d'enchères pour l'acquérir. Tous les plus gros clubs se sont échangés à des multiples de 4-5 fois le chiffre d'affaires. C'est le cas du PSG, 6 fois le chiffre d'affaires, Chelsea, 5 fois le chiffre d'affaires, Manchester, 5 fois le chiffre d'affaires. PSG, ils avaient fait différemment. Ils avaient mandaté un cabinet pour savoir combien il valait, rappelle-toi. Là, il y a un investisseur extérieur qui était venu, qui avait mis... qui avait pris un pourcentage pour un certain nombre de millions. Là. C'est 10%, ouais. Et ils avaient multiplié. 12%, 12%. Ça veut dire que du coup, on vote. Oui, non. Ce qui ne correspondait pas non plus à la réalité. Non, mais après, en fait, justement, c'est quand même un bon élément de valorisation. Quand ton investisseur rentre sur une valorisation, bon, ça te permet, en fait, de la définir. Donc, lui... Et c'est le jeu aussi de Franck McCourt de s'auto-placer dans le panier de ces clubs justement dont les investisseurs potentiellement que ces investisseurs se battraient pour acheter. Après, moi, ça m'étonne d'une part par le manque de perspective économique du football français. C'est vrai que en termes de revenus sponsoring à l'OM, il y a une marge de progression, mais qui n'est pas non plus énorme. T'as quasiment pas de droits télé domestiques. Et par contre, de l'autre côté, mais on n'arrivera jamais à ce montant de valorisation, tu as quand même, avec un montant d'investissement, je ne vais pas dire modeste, mais raisonnable, 3 places garanties en Ligue des Champions. Donc tu peux te dire que derrière le Paris Saint-Germain, avec un investissement raisonnable et une gestion sportive cohérente, tu peux avoir accès à 50, 60, 70 millions de revenus de participation à cette Ligue des Champions. Mais quoi qu'il arrive, Gilbert, 1,2 milliard en valeur actuelle, ça me paraît très exagéré. Même avec plusieurs candidats ? Il faudrait déjà en fait plusieurs candidats à 1,2 milliard. Il n'y a pas énormément de liquidité en fait sur un club français. Qui peut acheter là un fonds d'investissement américain? Oui, ça peut être que ça. Mais même un fonds d'investissement américain, il y en a eu qui se sont pas mal brûlés dans le club français. Moi, je veux pas relancer le hashtag Vente-OM. Non, mais merci. C'est la rêve de certains. Hein. Non, mais je trouve qu'un fonds d'investissement américain, le seul historique qu'on a de fonds d'investissement américains qui gagnent de l'argent dans le football et dans le football français, c'est des gens qui sont rentrés soit en prêteur. L'emprunteur a fait défaut, ils ont repris le club, ils ont revendu plus cher, clairement Elliott à Milan, ou des gens qui sont rentrés sur des niveaux de valorisation très bas. D'ailleurs, les investisseurs aujourd'hui cherchent surtout ça. Exactement. Des niveaux d'investissement très bas pour la revente. Donc si tu achètes à 1,2 milliard à Marseille, avec quand même quelques incertitudes. Avec énormément d'incertitudes. Y compris sur les actifs et sur le fameux centre de formation, parce que c'était un des projets à développer. Mais il n'est pas développé. Le stade n'est pas à vendre, tu ne posséderas pas ton stade. Incertitude sur les revenus domestiques. La seule porte de sortie d'explosion des revenus, mais c'est ultra hypothétique, ce serait la participation de l'OM à une hypothétique Super League qui lui garantirait en fait des revenus exponentiels. Mais là, je trouve que on peut supposer que McCourt donne un prix. Tout est très hypothétique. Et il a un prix caché qu'il espère obtenir.
Bien sûr. Par exemple, il dit 1,2 milliard, peut-être qu'à 700 millions. Non, mais si tu arrives avec 500, ils te le vendent. Si on veut être raisonnable, je pense qu'un multiple de 2 fois le chiffre d'affaires, objectif de chiffre d'affaires de l'OM de 300 millions, entre 500 et 600 millions, c'est un objectif raisonnable. Et c'est toujours beaucoup d'argent dans un championnat désœuvré économiquement. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Bah tiens, on va donc prendre l'avis de Florian pour conclure, qui est supporter de l'OM. Salut Florian. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que tu penses que ton club vaut 1,2 milliard Qu'est-ce qu'il en sait, lui, le pauvre? C'est pas économiste. J'en profite juste, je salue David. Je ne sais pas s'il se souvient, en mai dernier, j'étais passé sur le plateau. Il était à côté de moi quand il y a eu le débat. Voilà. Salut Flo. Oui, moi je suis étonné des chiffres. Je trouve ça assez haut et je voulais savoir en fait la source d'où ces chiffres sortent. De McCourt en fait. McCourt ? C'est lui qui a dit ça et puis voilà. D'accord, donc parce que moi j'avais toujours comme toi, entendu... je sais pas si t'as un vélo, tu peux dire il vaut 10 000. Non, mais... Si tu veux, tu peux le dire. C'est quel relais, c'est quelle source, qui est-ce qui sort ça? C'est la Provence, c'est quoi? Oui, le chiffre est venu dans la Provence. D'accord. Ouais, parce que la Provence, la Provence, excellent journal. Non, mais après, qui appartient à votre groupe, mais là en ce moment, ils sont clairement en guerre contre l'OM depuis qu'ils ont annoncé le débat. Non, mais c'est pas forcément négatif. En plus, ils l'ont pas inventé, ça n'a même pas été démenti. C'est une information journalistique. Ça n'a aucun rapport avec les liens qu'ils ont avec l'OM. Et en plus, je vois pas en quoi ce serait ni positif ni négatif de dire ça pour l'OM. Non, parce que moi je pensais que dans des sphères comme ça où quand ça négocie, on essaye de rester le plus discret. Et là que ça soit sorti aussi haut, voilà, je trouve ça étonnant. Mais effectivement, le chiffre est hallucinant quand on sait que l'actif de l'OM, le stade, on n'est pas propriétaire. Est-ce qu'il y aurait un bail amphithéotique qui pourrait être prévu plus tard, comme ça l'est avec autant à Paris, Rachida Dati par exemple dit qu'elle est prête à vendre le Parc des Princes, autant à Marseille c'est la copine des Qataris, Rachida. C'est pas possible. À Marseille, le maire ne veut absolument pas se séparer du Vélodrome. Voilà. Sauf il y en a un autre, mais il vaut mieux pas qu'il soit élu, qui avait dit qu'il allait le vendre, mais bon, c'est pas grave, ça. On va parler politique. Je sais pas qui c'est. Non, c'est celui de niveau de lecture de CM2. Bon, voilà. Oui, d'accord. Oui. Voilà, là, je vais forcément partager ton avis. Ton copain. Donc toi, tu estimes, Florian, que ça les vaut pas, quoi. Voilà, au niveau de l'actif, qu'est-ce qu'il y a? Les joueurs, est-ce qu'on peut les mettre dans l'actif? Je pense pas. Le centre de formation, l'OM... Mais Florian, de toute façon, là, 1,2 milliard, ce sera forcément un achat déconnecté de toute rationalité économique. Ce sera un achat, un coup de cœur, en fait, et il faudrait qu'il y ait un investisseur qui se dise « je me dois de posséder l'OM ». Dans le climat économique actuel du football français, je trouve ça très surprenant. À l'époque où on nous promettait le milliard de droits télé, j'aurais trouvé la valorisation exagérée. Mais là, c'est vrai que ce serait très, très, très surprenant.